Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Créa Lounge, le podcast qui va à la rencontre des designers et des designeuses. Aujourd'hui, on rencontre Marine Cupit, qui est médiatrice culturelle. Alors du coup, est-ce que déjà tu pourrais te présenter un peu, euh, pour savoir un peu qui t'es? Oui, alors je suis Marine Cupid, je suis actuellement médiatrice culturelle en freelance, mais avant j'ai travaillé comme chargée d'innovation dans une CAF, la CAF des Yvelines, et je suis également la cofondatrice et trésorière de l'association Novum Novem, qui est une association qui travaille sur la thématique du bien vieillir et de l'agisme. Qu'est-ce qui va te passionner dans cette double casquette un peu entre innovation et innovation sociale et médiation culturelle? Ce que j'apprécie, c'est vraiment l'idée que c'est très complémentaire comme approche. En médiation culturelle, je travaille pas forcément sur les mêmes sujets qu'en facilitation, mais j'apprécie que c'est finalement un peu le même pendant d'une approche qui veut finalement permettre la transmission, être un intermédiaire sur des sujets et des thématiques. Finalement, ça me permet de toucher différents aspects du rôle finalement d'intermédiaire, enfin de faire dialogue sur un sujet. Est-ce que tu pourrais nous aider un peu à définir, j'ai un peu déterminé ces deux termes, donc entre médiation et facilitation de l'autre côté, et si par exemple il y a des différences un peu entre les deux ou des similitudes. Oui, alors en tant que médiatrice, mon travail au quotidien, c'est vraiment finalement de faire de la transmission, de partager finalement des connaissances sur, autour d'une œuvre d'art, autour d'un artiste. Et à l'inverse, je vois le rôle de facilitateur comme finalement une personne qui prend un peu plus de recul sur un sujet, qui va essayer de mettre en valeur cette fois vraiment l'expérience, le retour d'expérience des personnes avec lesquelles elle travaille. Donc de ce côté-là, c'est là où je vois un peu plus la différence. Après, là où je vois à nouveau la complémentarité et de la similitude, c'est le fait que c'est un métier de dialogue et d'échange. Ce serait quoi concrètement un peu la différence entre les deux? Parce que enfin, c'est des mots qui peuvent être confondus en fait. Oui, bah au quotidien, je dirais que la force d'un facilitateur, c'est plutôt d'avoir un certain recul par rapport au sujet. Il est là pas pour l'expertise qu'il a sur la problématique, mais plus sur la façon dont il va réussir finalement à coordonner la dynamique d'échange entre les participants. Alors que le médiateur, il vient vraiment avec son expertise sur un sujet. L'idée, c'est de aussi de créer finalement des synergies avec les retours que peuvent lui partager les visiteurs ou les questions qu'ils ont. Mais là, en tant que médiateur, tu viens aussi avec ton expertise sur un sujet. Tu viens pour apporter du savoir sur un sujet, pour le transmettre, alors qu'à l'inverse, en tant que facilitateur, tu viens finalement plus pour mettre en valeur les expériences des participants. J'ai une autre question aussi, ce serait pourquoi il est intéressant du coup d'intégrer des méthodes collaboratives dans des projets de design et on va peut-être aussi parler de muséomix après. Oui. Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre en évidence l'approche participative dans différents projets, parce que finalement, ça permet vraiment de mettre en lumière les différentes expériences qui existent autour d'une même problématique, d'essayer finalement de faire vivre ces expériences, de donner à chaque partie prenante finalement un temps de parole. Et on se rend compte que ça crée finalement des synergies, ça permet aussi de renouveler un peu les approches et les solutions qui peuvent être proposées sur un sujet. Et puis de façon aussi beaucoup plus directe, ça permet finalement aussi d'impliquer différemment les participants. Quand on est impliqué dans un projet de A à Z, quand on laisse la parole finalement aussi aux personnes qui le vivent au quotidien, qui finalement l'expérimentent, bah, tu as aussi envie après, quand la solution proposée, elle est adaptée, finalement, de t'investir encore plus et de la porter. Et puis de façon générale, oui, ça permet d'avoir des solutions encore plus adaptées à un sujet, à une problématique. Pour ceux qui connaissent pas muséomix, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept et c'est quoi, comment ça fonctionne cet événement? Oui, alors peut-être pour recontextualiser, depuis mai 2023, je suis bénévole au sein d'une association qui s'appelle Musée au Mix Île-de-France.
Alors, Muséomix, c'est vraiment une association qui est, enfin, plus qu'une association, c'est vraiment une communauté internationale, parce qu'il y a différentes associations en France, mais aussi, par exemple, en Suisse, au Mexique, vraiment partout dans le monde. Et l'idée de Muséomix, c'est de proposer pendant 3 jours un marathon créatif. Donc, finalement, des participants des muséomixeurs vont investir finalement un lieu culturel et vont finalement concevoir des prototypes qui répondent finalement à une problématique qui a été développée par le musée. Donc ça peut être une problématique concernant l'accès à un contenu culturel, concernant aussi l'expérience du visiteur lorsqu'il est au sein du lieu, concernant aussi l'approche numérique en fait du lieu. Donc c'est des problématiques variées qu'on appelle terrain de jeu. Et l'idée, c'est vraiment que ces participants qui viennent en fait de disciplines totalement différentes. Parce que finalement, on a des facilitateurs, on a des médiateurs, on a des experts contenus, on a des développeurs, on a des fabricants. Bah, toutes ces personnes, elles vont finalement se diviser en différentes équipes pour proposer un prototype fonctionnel qui sera présenté par la suite au public. Donc c'est un peu ça, Muséomix. Et c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment au cœur finalement oui, de l'approche en design participatif et aussi finalement en approche collaborative dans un lieu culturel. Et du coup, comment cette approche participative, elle se manifeste dans cet événement? Alors c'est hyper intéressant parce que ça se manifeste tout au long finalement de l'événement. C'est-à-dire le jour de l'événement, mais aussi en amont. Parce que donc, pour finalement proposer un muséomix, il faut finalement expliquer la démarche au musée et il faut que finalement ce musée il soit totalement impliqué dans l'organisation du muséomix. C'est vraiment un acteur qui fait vraiment, c'est l'acteur principal aussi de l'événement. Il est vraiment, c'est vraiment une partie prenante, enfin, de cet événement. Et là où c'est intéressant, c'est que ne serait-ce que sur le choix des terrains de jeu, le musée les consulté. Donc on va avec lui les problématiques, les sujets en fait qu'il aimerait aussi proposer à l'expérimentation, au test auprès des muséomixeurs. De l'autre côté aussi, ce qui est intéressant, c'est que les muséomixeurs eux-mêmes, en fait, ils sont dans une approche collaborative et participative, parce que c'est des personnes finalement qui peuvent être médiateurs, mais qui en fait décident lors de l'appel à candidature à la participation de cette fois candidater en tant qu'expert contenu ou en tant que finalement facilitateur. Donc l'idée c'est vraiment en fait déjà de base d'être dans une optique de dire oui en fait là j'ai vraiment envie de collaborer en fait de faire partie d'un projet commun avec d'autres personnes. Et ce qui est vraiment intéressant c'est que même dans l'approche qu'ont les muséomixeurs à la fin des sujets qui sont des terrains de jeu, on voit aussi qu'il y a aussi une forme de réappropriation. C'est-à-dire qu'on a le sujet de base qui est proposé par le musée et travaillé aussi par l'équipe de l'asso. Et on a aussi comment se réapproprient finalement les muséomixeurs le sujet et comment finalement ils le portent. Et à l'issue aussi de l'événement, donc dans des 3 jours, il y a une présentation qui est faite aussi aux visiteurs des prototypes. Et là, à nouveau, ce sont les muséomixeurs qui ont travaillé pendant ces 3 jours qui font la présentation un peu de leur prototype, qui expliquent pourquoi en plus ils l'ont placé à cet endroit, le regard qu'ils ont dessus, la problématique qui a été finalement co-construite. Et on se rend compte finalement de A à Z que c'est une approche participative, parce que même de l'autre côté, le musée, en plus de nous accueillir, il y a aussi des ressources techniques, mais aussi en termes de documentation et humaine aussi, qui sont rendues accessibles à la fois à l'équipe de Muséomix et au muséomixeur. Et du coup, par rapport à Muséomix, c'est quoi un peu les objectifs en termes de participation et d'engagement, mais plutôt du côté du public cette fois-ci? Oui, alors en soi, pour expliquer un peu, donc le troisième jour finalement du Muséomix, c'est le moment où sur un temps
à nouveau un peu en amont certaines fois des visites qui sont proposées en temps normal au public. Le musée mix enfin prend fin et finalement les visiteurs peuvent finalement découvrir un peu les prototypes. Donc en fait, il y a une communication qui est faite du côté de musée mix pour aussi inviter finalement les personnes et découvrir finalement le travail qui a été fait pendant ces 3 jours. Et de l'autre côté, il y a aussi les visiteurs du musée qui viennent et qui sont pas forcément au courant. Donc on se rend compte vraiment que ce qui est intéressant pour nous, c'est d'appuyer sur voilà l'enjeu de découverte, la surprise aussi finalement que peut créer finalement la découverte d'un prototype auquel on n'aurait pas finalement pensé finalement l'existence au sein d'un lieu qu'on a l'habitude finalement de visiter et aussi l'expérimentation. C'est vraiment pour ça que c'est intéressant aussi l'idée que ce soit un prototype, c'est que c'est vraiment une idée qui est poussé finalement dans un temps imparti. Et l'idée, c'est de voir comment finalement le visiteur, il arrive finalement à entrer en interaction avec. Dans quelle mesure finalement ça lui permet aussi d'envisager autrement son expérience de visite dans un musée. Donc c'est un peu la découverte, l'expérimentation, mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'idée de se dire comment finalement des visiteurs qui viennent assez régulièrement dans un établissement culturel se saisissent eux-mêmes finalement du prototype qui est proposé et comment ils peuvent se le réapproprier aussi. Mais donc en termes de chiffres, on n'a pas finalement, il n'y a pas d'objectifs chiffrés. C'est plus des objectifs qualitatifs et plutôt l'idée de se dire comment finalement, à l'issue du musée mix, des visiteurs qui sont plutôt fidèles à l'événement ou des visiteurs qui ne connaissent pas du tout l'événement ressortent et est-ce que finalement ces prototypes les ont un peu marqués? Est-ce que tu as pu observer de toi-même en fait des impacts concrets en fait grâce à l'approche participative dans cet événement-là? Oui, c'est vrai qu'alors ça a différents niveaux à nouveau. Ce que j'ai remarqué déjà, ce qui est très intéressant, c'est que donc moi j'ai pas fait de muséomix, j'ai pas encore eu la chance, mais il faut savoir que la majorité en fait des membres de l'association, en tout cas Muséomix Île-de-France et aussi dans les autres finalement régions, c'est des personnes qui ont fait Muséomix. Donc il y a une vraie communauté de base en fait autour de Muséomix. C'est une expérience à part entière qui fait que des personnes qui ont découvert Muséomix ont envie aussi de s'impliquer à leur niveau pour finalement proposer cet événement dans les régions où ils habitent ou pas. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est comment les musées aussi certaines fois se réapproprient les prototypes. Par exemple, il y avait un prototype l'année dernière. L'édition s'est tenue donc en 2023 au musée, enfin, au musée des Arts et Métiers, finalement, de Paris. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'un des prototypes fonctionnels qui a été développé, donc le Hublot, a été aussi finalement il y a eu tout un travail avec le musée et avec finalement les muséomixeurs pour voir comment ils pouvaient être aussi rendus un peu en solution plus pérenne dans le musée. Donc on se rend compte aussi que les prototypes qui sont réalisés, qui sont développés, ils ont aussi une utilité pour le musée et que ça leur permet, soit sous la forme dans laquelle ils ont été créés ou soit sous une autre forme en fait, d'être des sources d'inspiration pour le musée pour plus tard. Et puis de façon générale, à nouveau, il y a vraiment une communauté qui se crée autour de Muséomix. Donc des personnes qui ont déjà finalement vécu Muséomix en tant que muséomixeur souhaitent à nouveau finalement participer à la fois à nouveau dans le cadre de l'événement sur les 3 jours, aussi en étant du côté de l'organisation. Est-ce que du coup les dispositifs de Muséomix, ils sont gardés en fait à la suite des événements ou alors c'est un peu comme un concours où ça va être sélectionné, ça marche comment un peu? C'est assez variable parce que alors c'est Muséomix, c'est vraiment un événement qui est très structuré. Il faut vraiment le vivre de l'intérieur pour le comprendre, mais par exemple, il y a aussi un jury de propulsion qui intervient en fait sur les 3 jours. Donc l'idée du jury de propulsion, c'est que euh, les muséomixeurs vont présenter pendant un temps finalement leur travail, l'idéation qu'ils ont, voilà, les premières ébauches de projets qu'ils ont à un jury qui va leur faire des retours.
Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un prototype fonctionnel et qui réponde aussi finalement quand même à la problématique du musée, tout en laissant finalement à nouveau la démarche de liberté en fait au muséomixeur en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue finalement de ce jury de propulsion, il y a des derniers ajustements qui sont réalisés par les différents groupes. Et lors finalement de la grande étape de l'assemblage dans les derniers temps, finalement, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que bah, le musée, en fait, il peut redécouvrir finalement lors des présentations, finalement, les apports qui ont été faits, les améliorations, les changements qui ont été faits au projet. Et dans certains cas, ben, en fait, ça fonctionne pas du tout sur le... Déjà, c'est vrai que ça fonctionne pas du tout sur le principe du concours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui est gagnante, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a forcément des projets qui paraissent beaucoup plus impactants que d'autres pour X ou Y raison, ne serait-ce que sur la question de la problématique ou finalement bah, du prototype formel en fait qui est proposé. Et dans certains cas, bah, finalement, le musée va se dire, ah là, c'est inspirant, donc il peut finalement être amené à vouloir reprendre le projet en lui-même. Ou dans d'autres cas, finalement, il peut vraiment dire, ah là, c'est intéressant pour nous, donc est-ce qu'on peut pas voir avec les équipes comment ils ont mis en place ce projet-là et comment nous aussi on peut se le réapproprier de notre côté pour le développer. Donc c'est très variable, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne pas du tout en concours. L'idée, c'est vraiment que les équipes, en fait, elles sont au même niveau, elles viennent aussi avec leurs compétences et le sujet sur lequel finalement elles ont décidé, le terrain de jeu sur lequel elles ont décidé de s'investir. Et à l'issue, vraiment, c'est que vraiment elles présentent un peu la démarche, le contexte un peu de leur travail. C'est ça qui est aussi très challengeant. Mais le musée, après aussi, en fonction finalement des retours qu'il a, des présentations, décide ou pas si finalement il y a un prototype qui lui paraît plus ou plusieurs prototypes qui lui paraissent pertinents pour les garder, les améliorer ou pas. Donc c'est très variable. Est-ce que tu as pu, toi, de ton côté, entendre un peu des anecdotes ou des retours par rapport au fait que Muséomix, enfin l'expérience Muséomix les a un peu transformés, que ce soit dans leur méthode de travail ou tout simplement, voilà, une nouvelle expérience, une découverte? Oui, bah à nouveau, comme j'ai dit, là je sais que par exemple cette année, on n'a pas fait enfin l'ASSO Île-de-France n'a pas fait de Musomix. Donc, une bonne partie des membres de l'asso sont partis finalement dans d'autres communautés muséomix, genre Alsace, du côté aussi dans le sud de la France. Enfin, c'est très, enfin, et en Suisse aussi. Donc, il y a d'autres communautés en fait qui sont présentes et finalement, bah, les membres de l'asso sont aussi partis là-bas parce que finalement, c'est souvent des membres qui ont déjà fait aussi des muséomix. Donc, et à nouveau, il y a cette idée où que c'est une expérience qui est à vivre et qui est assez cool. On le voit aussi finalement, comme à nouveau, c'est très participatif aussi du côté du lieu d'accueil. Ce qui était hyper intéressant, c'est que donc au Musée des Arts et Métiers, euh, genre, certaines fois, bah, à 20h, il n'y a plus personne, 20h, 22h, il n'y a plus personne finalement dans le musée. Et toi, en tant que membre de l'organisation Muséo Mixeur, tu as accès finalement à une expérience, en fait, un cadre privilégié de travail dans un musée qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que tu te retrouves voilà, à 21h à devoir finalement aller penser là où tu veux, finalement, poser ton prototype. Et tu te rends compte que finalement, c'est une expérience que tu vivras sûrement qu'une fois parce que c'est un cadre assez exceptionnel et c'est un moment assez ouf à vivre. Et puis, dans l'approche et les techniques de travail, c'est vrai que c'est quand même 3 jours qui sont hyper intenses. C'est-à-dire que ces 3 jours, finalement, on part de sujets, en fait, les muséomixeurs, ils n'ont pas du tout connaissance du sujet. Et on leur demande en 3 jours, finalement, de proposer un prototype qui est fonctionnel. Donc ça demande aussi de l'autre côté finalement beaucoup d'organisation, de structuration. Je l'ai pas dit, mais dans le Muséomix aussi, pour permettre finalement cette matérialité en fait des prototypes, il y a aussi un Fab Lab aussi qui est conçu un peu de toutes pièces. Et là aussi, bah, c'est des personnes ressources qui sont essentielles, qui viennent aussi pour partager aussi leur expertise sur des sujets, sur finalement
comment on utilise une imprimante 3D, une Cricut, enfin, il y a tellement de possibilités. Donc, c'est vrai qu'en termes d'expérience, je pense au-delà finalement de l'expérience collective que c'est vers une vision commune d'un projet, c'est vraiment aussi le fait que c'est une expérience hyper intense qui demande du dépassement constant. Et aussi, bah, finalement, de faire des choix, en fait. Parce que 3 jours pour proposer des prototypes fonctionnels, c'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est tellement challengeant que euh, c'est une expérience qui crée aussi de l'envie d'y retourner, en fait, d'expérimenter à nouveau, de se challenger à chaque fois pour voir dans quelle mesure on peut proposer de nouvelles choses dans un nouveau lieu avec de nouvelles équipes. Donc j'ai un peu l'impression que voilà, après on tombe dans une boucle où voilà, on a envie voilà de tester. Et souvent quand on est médiateur, on peut dire bon, on peut essayer finalement être de voilà pour la prochaine édition, essayer d'être expert contenu. Et dans d'autres cas, on peut se dire bon bah là, ça peut être intéressant aussi de tester aussi enfin d'autres rôles, d'autres casquettes quand on a la possibilité. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça c'est challengeant à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y a différents rôles dans chaque équipe. Est-ce C'est que ça. tu dois postuler en fait un peu, enfin je dis postuler mais c'est un gros mot un peu, tu dois postuler par exemple au rôle de médiateur enfin, au rôle de médiateur tout court. Et en fait, comment vous constituez les équipes? Est-ce que c'est fait aléatoirement ou parce que toi, en tant qu'organisatrice, est-ce que c'est toi qui t'en occupes ou comment ça marche? Oui, alors au sein là, de Muséum Île-de-France, on a, on va dire, 3 pôles, si je ne me trompe pas. On a le pôle vie de l'assaut, on a le pôle relations extérieures et partenariat, et on a le pôle communication. Donc là, actuellement, pour cette édition en Île-de-France, on fait pas cette année, on n'a pas fait cette année, en 2024, on n'a pas fait de muséomix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire que, en principe, il y a des appels à candidature qui sont passés et qui sont lancés. Et si toi, par exemple, tu souhaites participer à un muséomix, en tant que designer, tu pourrais dire, bah, en fait, j'ai envie d'être du côté de la fabrication ou même médiatrice, pourquoi pas? Parce qu'il y a des rôles où finalement on se rend compte que c'est plus facile que d'autres finalement de se porter. Si par exemple, je sais pas, c'est un musée, on va dire le musée des arts décoratifs que tu connais très bien, que tu as aussi finalement une expertise sur le sujet, c'est pas forcément un problème que en tant que designer tu sois médiateur. Là où c'est un peu plus contraignant, c'est finalement c'est sur les postes en tant que développeur où il faut une vraie expertise. Parce que l'idée aussi de tous ces postes, c'est d'avoir une variété de compétences pour permettre bah, à nouveau de pouvoir proposer vraiment un prototype à la toute fin. Mais donc l'idée, c'est que tu postules. Et pour les candidatures, elles sont sur le principe, c'est le premier arrivé, entre guillemets, le premier servi. C'est-à-dire que tu vas avoir différentes questions où on va te demander un peu tes motivations, quel rôle tu aimerais avoir. Et en fonction, il faut aussi un peu avoir un rôle d'équilibre. Donc, quand une personne finalement, on souhaite le plus possible faire en sorte que finalement les postes répondent aussi aux attentes des participants. Mais si dans un certain cas c'est pas possible, bah on prend contact aussi avec le participant sélectionné pour voir s'il n'est pas intéressé par un autre poste en fonction malgré tout de son profil. Mais dans l'idée, c'est que vraiment, l'idée c'est à nouveau d'être dans une démarche proactive où un participant, s'il souhaite être médiateur, alors que à la base il a un poste de documentaliste et que c'est cohérent finalement avec son profil, on peut la proposition peut être validée. Mais il y a voilà, un travail de sélection qui est fait vraiment en amont. Selon toi, en quoi les méthodologies participatives transforment-elles l'expérience muséale du public? Là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que, par exemple, Muséomix, ça permet vraiment à des personnes qui viennent pas forcément du secteur culturel ou des personnes qui n'ont pas l'occasion de travailler avec une telle approche, voilà, d'être mis en condition un peu de challenge. Donc c'est vrai que ça permet à nouveau de questionner des sujets auxquels on n'est pas forcément auquel on n'a pas forcément l'habitude de se confronter. Et c'est surtout, il y a toujours cette question où on renouvelle un peu le regard qu'on porte sur le musée. C'est vrai que c'est des institutions qui ont différentes problématiques, qui sont finalement amenées
à devoir évoluer aussi, ne serait-ce que sur la question du numérique ou de l'accessibilité. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces approches participatives, c'est qu'on donne aussi finalement, on donne finalement la parole à des personnes qui peuvent être dans le champ culturel, avoir un profil finalement de professionnels du secteur culturel, mais pas que. Elles ont aussi une posture de visiteur, en fait. En étant extérieures au musée, finalement, elles apportent aussi cette posture du visiteur. Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que je pense aussi en tant que participant, notamment à nouveau quand c'est des personnes qui travaillent dans le champ culturel et artistique, elles viennent à la fois avec leurs compétences professionnelles, mais aussi avec leur expérience de visiteur. Et c'est là où je pense que ça joue aussi parce que à nouveau, ce qui est valorisé, c'est vraiment l'expérience du visiteur. En tant que visiteur, comment finalement, face à cette problématique, on peut lui permettre de s'approprier un tel sujet, comment on peut lui permettre à nouveau de vivre une nouvelle expérience, euh, voilà, de découvrir un nouveau sujet. C'est un peu l'idée. C'est vraiment l'expérience du visiteur qui est beaucoup plus valorisée et qui est permise par cette approche autour de la participation. Comment est-ce que tu adaptes tes outils et les méthodes un peu au contexte culturel qui sont assez variés et du coup, par exemple, ceux que tu as pu rencontrer dans le cadre muséal? Oui, alors cette question c'était intéressant parce que je me suis un peu dit est-ce qu'on avait vraiment adapté des outils et pas forcément. Par contre, là où c'est intéressant malgré tout, c'est que le format muséomix, comme c'est un peu, si je peux dire, un peu un ovni par certains aspects, par l'ampleur que c'est finalement, bah, vraiment être sur 3 jours où on mobilise à la fois le musée, des participants et finalement ça fait un gros événement. On se rend compte que déjà à présenter auprès d'une structure qui connaît pas, c'est challengeant. Donc il y a tout un travail aussi donc de vulgarisation de l'événement. Et puis au-delà de ça, à nouveau, il y a ce travail où c'est vraiment des discussions avec le musée, enfin le lieu d'accueil, pour savoir finalement connaître ses capacités, voir finalement où, par exemple, bah, ne serait-ce que finalement la question du Fab Lab. Est-ce que c'est possible? Parce que ne serait-ce que le Fab Lab, il faut qu'il réponde à des questions liées à la fin, répondent finalement à des critères et des principes liés à la sécurité sur voilà, la place suffisante pour accueillir un certain nombre finalement d'outils, de machines. Est-ce que finalement aussi, en termes de capacité aussi de personnes qui peuvent finalement être à plusieurs dans le lieu, donc il y a ces questions-là. On se rend compte aussi finalement que comme Muséomix, finalement, ce qui est intéressant, c'est que il y a différentes communautés à travers le monde, mais même en France. Donc, par exemple, il y a une communauté qui est, je crois, qui est en Alsace, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 jours du Muséomix, donc les Muséomix, la plupart du temps, c'est en novembre, c'est tout le temps, pardon, en novembre. Et l'idée, c'est que ce soit organisé un peu en même temps. Donc, il y a des déroulés. En fait, les déroulés, le programme de l'événement, il est co-construit à la fois avec le musée, et, mais aussi bah, par rapport au format même qui est Muséomix. Donc, il faut, par contre, ne serait-ce que par rapport au jury de propulsion, dans certains cas, il faut qu'il soit que le jury de propulsion intervienne à un certain moment, parce qu'il y a des temps aussi d'échange avec les différentes communautés qui organisent une édition en muséomix. Dans ce côté-là, c'est assez intéressant de voir que, en soi, des outils qui sont proposés, enfin, on fait un peu finalement par certains aspects un peu de la facilitation auprès finalement des établissements culturels avec lesquels on peut travailler. Parce qu'il faut vraiment finalement leur expliquer un peu le projet et certaines fois c'est vrai que bah, Muséomix ça a plus de 10 ans actuellement. La première édition elle était en 2011 donc aujourd'hui enfin c'est connu. Mais c'est vrai que ça reste un peu une approche très innovante dans des lieux culturels où finalement qui sont très très immobiles en fait qui sont très figés aussi par certains aspects. Donc, il y a vraiment, sur les déroulés, il y a de la co-construction avec l'établissement, avec la structure d'accueil. Et là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais en soi, les outils j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça de... Enfin, les outils sont pas forcément adaptés par rapport au lieu culturel en soi, mais par rapport finalement aux besoins propres à l'établissement et à nouveau par rapport à leurs besoins et attentes.
Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'adapter des outils en particulier, que ce soit propre au secteur culturel. C'est à nouveau par rapport à la problématique qui est posée, et là, comment finalement, voilà aussi par rapport à ce que le musée est prêt à proposer. Qu'est-ce que Muséomix t'a apporté? Est-ce que tu n'aimerais pas un peu participer, enfin, en tant que participante cette fois-ci, au lieu d'être organisatrice? Si, si, si. Si, vraiment, j'aimerais une année pouvoir participer à un Muséomix en tant que participante parce que je l'ai vu, enfin, tu ressens, ne serait-ce qu'en étant à l'organisation, à quel point, déjà l'organisation, tu as tellement de choses à faire. Donc, t'as finalement pas le temps d'être dans une posture d'observation, mais tu ressens que c'est quelque chose à part entière, en fait, que bah, oui, ça participe de tous les côtés, que c'est une approche qui est très créative et donc c'est très dynamique et très intense. Donc j'aimerais vraiment participer à un musée au mix. Et puis j'ai trouvé que c'est hyper challengeant parce que à nouveau l'idée de musée au mix c'est un peu de réinventer, proposer de nouvelles formes en fait de dispositifs, une nouvelle offre un peu culturelle. Il y a des musées mix aussi. Il y en a une édition qui a été faite aussi dans un opéra, donc le spectacle vivant aussi, il peut être concerné. Il y a eu une édition aussi qui était proposée à destination d'un public scolaire, enfin d'enfants. Donc l'approche, elle se renouvelle constamment. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et puis malgré tout, même si c'est très connu, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste pour certaines structures assez inenvisageable. Enfin, ça reste tellement impossible de penser finalement organiser un museau mix que je trouve ça très challengeant. C'est hyper challengeant de te dire, voilà, il faut trouver un lieu, il faut, voilà, se coordonner, co-construire avec le lieu, finalement, le projet, sans dénaturer aussi la proposition du musée et sans dénaturer aussi l'esprit muséomix. Il faut après, finalement, créer les conditions pour que, finalement, les participants puissent aussi s'épanouir et, finalement, s'approprier le lieu, les terrains de jeu et proposer des prototypes dans les meilleures conditions. Et donc, c'est tellement d'acteurs à nouveau qui sont mis en commun que finalement, l'esprit muséomix, voilà, cette idée d'un marathon créatif sur 3 jours, il transcende finalement toute l'organisation, finalement, la structuration elle-même de l'assaut et comment finalement on essaye de pousser le plus possible finalement le projet pour qu'il se fasse. Donc, c'est là où je trouve que c'est très challengeant. Ce serait quoi un peu les limites qu'on peut voir dans ce genre de format collaboratif, autant sur les parties prenantes comme les musées que sur les participants et même après les visiteurs? Après, les limites, d'un côté, c'est vrai que, bah, à nouveau, c'est une approche collaborative. Donc, il faut que finalement des synergies se créent. C'est que ça repose sur la participation. Mm. C'est-à-dire que certaines fois, pour X ou Y raison, dans des groupes, finalement, le lien ne peut ne pas se faire. Et c'est là, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, je ne l'ai pas dit un peu plus tôt, mais le rôle du facilitateur aussi dans ce genre, en fait, d'événements, dans un musée mix, il est hyper intéressant parce que le facilitateur, il est là aussi un peu en amont. C'est finalement une des personnes ressources, en fait, qui est mobilisée assez tôt dans l'organisation et la structuration d'un muséum mix. C'est-à-dire que la personne qui est finalement validée pour être facilitatrice dans chaque groupe, elle va être amenée aussi à prendre connaissance un peu plus tôt de la structuration du sujet, des déroulés en fait, du déroulé de l'événement, pour pouvoir aussi avoir un regard à nouveau, bah, prendre le recul sur l'événement et pour pouvoir finalement commencer à créer sa posture. Donc c'est vrai que dans certains cas, bah, si finalement la dynamique ne prend pas dans un groupe, ça peut aussi finalement avoir un impact sur finalement le prototype qui peut être proposé ou pas. Et de l'autre côté, à nouveau, c'est un événement qui demande bah, la participation de tous. C'est-à-dire que si le musée de l'autre côté, et là on a eu de la chance parce que finalement quand on l'a fait au musée des arts et métiers et les autres éditions, les musées ils sont toujours partie prenante et finalement ils s'investissent énormément. Mais c'est vrai que par exemple, si voilà les musées mixeurs ils ont besoin de ressources, ils vont auprès des documentalistes, des musées, ils vont auprès des médiateurs du musée. Et donc ces personnes pour qu'elles partagent aussi finalement
leurs ressources, leur vision du projet, c'est hyper important. Ne serait-ce aussi dans finalement l'élaboration des terrains de jeu. Avoir le retour des médiateurs, avoir le retour aussi finalement des responsables d'exposition, avoir le retour aussi des régisseurs, des agents d'accueil. En fait, tout ça, ça joue finalement aussi pour que l'événement il fonctionne et qu'il soit le plus juste et adapté parce que l'expérience, c'est une expérience qui est à destination des visiteurs, à destination aussi des muséomixeurs et pour le musée. Mais le musée, c'est aussi bah, finalement toutes les personnes qui sont à l'accueil, toutes les personnes qui qui conçoivent les expositions et qui sont dans les bureaux. Donc c'est vrai que si finalement l'implication de chacun, elle se fait pas au meilleur des niveaux, bah ça fait que finalement l'expérience, elle peut être remise un peu en question. Donc c'est ça, c'est que la participation, elle demande une implication constante et finalement qui est assez énergivore, mais en même temps, quand tu vois le résultat d'un muséum mix, tu peux être que ébahi et inspiré. Mais voilà, c'est vraiment un peu au niveau de la participation. Il faut finalement que les acteurs ils s'engagent et que voilà, il y ait un enjeu de transparence et voilà pour que le projet il tienne tout du long. Est-ce que tu aurais un peu des conseils pour des designers, des médiateurs, des facilitateurs ou même des institutions qui voudraient justement accueillir Muséomix au sein de leur musée? Alors surtout, il faut pas hésiter. Après, c'est sûr que c'est un travail de collaboration. Finalement, c'est 3 jours qui sont hyper intenses, mais c'est à certaines fois 6 mois, un an aussi de travail en amont. Et mais c'est une expérience qui est tellement géniale qu'il faut pas hésiter. Les designers aussi, finalement, n'hésitez pas aussi à, voilà, à investir à nouveau les lieux culturels parce qu'on a besoin aussi finalement d'approches en design, en fait, de design participatif qui réinterroge, qui repense finalement des institutions culturelles et qui peuvent aussi un peu les bousculer. C'est hyper intéressant. Et aussi pour les établissements culturels, qu'ils n'hésitent pas aussi, parce que on le voit aussi, il y a enfin, Muséomix, c'est une communauté qui est aussi connue et qui finalement se nourrit et évolue à travers les expériences qu'elle a. Chaque édition, elle est différente. Et on se rend compte à quel point finalement aussi la communauté, elle est très forte, que certaines fois, il y a aussi des établissements culturels qui nous sollicitent aussi d'eux-mêmes, bah parce que voilà, ils sont aussi dans une démarche proactive, voilà, ils souhaitent aussi vraiment voilà, vivre un peu l'expérience. Donc il faut pas hésiter vraiment à sortir un peu de sa zone de confort. Parce que c'est un peu ça, Muséomix, c'est demander à chacun de faire un pas un peu en avant dans l'inconnu d'une certaine façon pour vivre un événement en format qui est hyper dynamique. Pour finir, est-ce que tu aurais un peu des ressources, des livres, des podcasts ou tout simplement d'autres événements qui peuvent être en lien avec le design participatif et toutes ces méthodes un peu collaboratives? Oui, alors déjà, je vais faire un peu de la pub pour Erika, mais je trouve que et le site d'Erika, Design et Collectivité, est génial, ne serait-ce que parce que il permet pour le coup d'avoir voilà, une palette en fait de sujets en fait autour finalement de l'approche participative, de l'innovation sociale, du design social, en fait, voilà, avoir une vision euh, assez large et transverse de tous ces sujets sur différents supports. En plus, c'est un blog, il y a aussi des vidéos, il y a aussi finalement du podcast, donc c'est vraiment, tout le monde peut trouver finalement son média pour finalement découvrir un peu ses approches. Et puis, moi, quand je travaillais à la CAF, j'appréciais aussi beaucoup le travail de la de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique. Donc là, c'est plus finalement bah, le service public. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils ont des outils ils vulgarisent aussi beaucoup sur l'approche, en fait, sur l'expérience usagère et comment finalement il faut intégrer un peu plus dans le service public un peu ces approches. Ils ont à nouveau des webinaires qui sont hyper intéressants. Ils ont des guides aussi qui permettent des prises en main hyper intéressantes. Et donc, ça me fait penser à un guide que j'avais beaucoup apprécié
Et c'était celui de le guide Utilo, en fait, qui permettait d'un peu d'avoir des approches participatives quand on veut se lancer. Je trouve qu'il était hyper bien fait. Et c'est des ressources, voilà, qui sont hyper intéressantes. Donc voilà pour les ressources. Et bah, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. J'étais super contente que tu aies accepté en tout cas. Merci à toi, Louise. Enfin, merci, j'étais hyper contente aussi que tu m'aies proposé.